Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver en direct pour ce nouveau séminaire, webinaire, Notre temps Generali. Le but aujourd'hui est de vous donner un certain nombre de clés pour entamer ou reprendre une activité sportive. Alors après tout, la rentrée est encore proche et avec elle tout son cortège de bonnes résolutions. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de regarder ensemble comment mettre en pratique la plus habituelle d'entre elles, c'est-à-dire le sport ou simplement la pratique d'une activité physique régulière. Voilà, je suis Guillaume Lenagar, je suis journaliste à Notre Temps et je suis donc bien entouré pour cette émission avec à ma gauche le docteur Laurent Uzan, qui est cardiologue du sport et qui accompagne à la fois des clubs sportifs et leurs athlètes, et puis des malades du cœur, des malades cardiaques. Et puis j'ai à ma droite et à votre gauche la coach sportive Sophia Mansouri qui accompagne et conseille des profils très différents de personnes en reprise ou en début d'activités sportives régulières, voilà, des personnes de tous âges et de toutes conditions. Voilà, j'ai beaucoup de questions à leur poser, y compris à titre un peu personnel d'ailleurs. Et je pense que vous aussi qui nous regardez en direct, vous en avez quelques-unes. Donc n'hésitez pas à participer dans le chat, à envoyer vos questions. On les prendra en cours de débat ou on consacrera un petit temps en fin d'émission aux interrogations que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas. La première question, le premier point auquel je vais demander à nos invités de réagir, il est tout bête en fait. Après tout, est-ce que c'est vraiment indispensable de faire du sport ? On se souvient peut-être de la formule de Churchill, no sport, Churchill à qui on demandait le secret de sa longévité. Et en plus, il ajoutait la consommation régulière d'alcool. Donc voilà, ça c'est un peu pour la plaisanterie. Après, quand on regarde les statistiques et quand on regarde ce que recense l'OMS, on peut quand même se poser la question un peu plus sérieusement. L'Organisation mondiale de la santé faisant de l'absence de sport un des facteurs principaux de décès précoces. Voilà, donc sur cette question un peu punchy, je dirais, je vais demander à Laurent Uzan de répondre. D'abord de présenter son activité, donc juste j'en dis deux mots. Pardon, je l'ai déjà dit. Donc présentez-nous un peu plus complètement votre activité. Quelle est la place du sport dans votre exercice de la médecine ? Alors moi en fait je suis cardiologue du sport, donc effectivement je m'occupe spécifiquement de gens soit qui font du sport à haut niveau, typiquement des athlètes de haut niveau, des clubs professionnels pour lesquels on fait des bilans cardiologiques, donc ça veut dire des tests d'effort, des échographies, des consultations pour leur expliquer effectivement les risques, l'absence de risque ou essayer de prévenir surtout la mort subite du sportif, qui est quand même l'élément on va dire le plus important chez les athlètes de haut niveau. Et puis je m'occupe aussi de gens comme vous et moi, qui ont soit des pathologies cardiaques, soit qui n'en ont pas, qui veulent reprendre une activité physique pour X ou Y raison, pour traiter du cholestérol, pour traiter de la tension, ou bien tout simplement pour leur bien-être physique, mental, etc. Et donc l'idée, c'est de les accompagner en définissant leur niveau de risque cardiovasculaire et en leur permettant de savoir à quel niveau ils vont pouvoir reprendre, notamment grâce au test d'effort qui va permettre un petit peu de savoir comment les faire redémarrer de façon idéale et bien encadrée. Après, ce qu'il faut comprendre, et vous aviez raison de parler de ça, la formule de Churchill, le no sport, quand il en a parlé, il parlait du sport de compétition. Lui, il faut savoir qu'il nageait très régulièrement. Donc en fait, la formule a été un tout petit peu pervertie en disant maintenant c'est du no sport. Non, c'est pas tout à fait ce qu'il disait. Et donc effectivement, l'activité sportive, l'activité physique en tout cas, elle est indispensable. Et pour moi, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à la plupart de mes patients, c'est le meilleur médicament pour bien vivre et pour bien vieillir. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut donner d'ores et déjà quelques préconisations un peu générales, peut-être en s'inspirant de celles de l'OMS ? Moi, j'avais retenu l'idée des 10 000 pas par jour, ce qui semble beaucoup. Enfin, ça doit faire plus ou moins 7,5 km. Je ne sais pas qui peut encore faire ça en allant au travail ou le soir. Voilà, donc que préconise grossièrement l'OMS ? Alors en fait, les 10 000 pas, c'est gentil, mais c'est clairement pas l'élément fondamental à garder en tête.
L'OMS, en fait, a des recommandations beaucoup plus importantes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on disait il faut faire 30 minutes de sport X minutes, oui. deux, 3 fois dans la semaine, ça vous fera du bien. Ou bien monsieur, madame, allez marcher, ça vous fera du bien aussi. Là, maintenant, les recommandations, c'est pour les enfants, 60 minutes d'activité physique par jour. Pour les adultes, entre 150 et 300 minutes par semaine d'activité physique. Faites le D'accord. calcul. Ah oui. Oui, ça fait beaucoup. Ça commence à faire 5 heures, oui. voilà, c'est entre 3 et 5 heures par semaine. Donc ça veut dire quasiment au moins 30 minutes d'activité physique modérée par jour pour vous et moi. Et c'est à partir de cet élément-là qu'on aura des bénéfices. Mais il ne faut pas non plus y voir ça comme une espèce de Graal difficile à atteindre. On sait que l'activité physique, elle est on en bénéficie dès qu'on fait 10 minutes, des séquences de 10 minutes. Il suffit de faire 3 séquences de 10 minutes dans la journée pour avoir déjà des bénéfices qui vont apparaître. Donc les 30 minutes par jour, effectivement, ça a l'air d'être énorme, surtout à l'époque du télétravail, de ces moments effectivement où depuis le confinement et le Covid, c'est de pire en pire sur la sédentarité. Mais il faut bien comprendre qu'en fragmentant même 10 minutes séparées 2 ou 3 fois dans la journée, on obtient déjà des bénéfices conséquents. Et après, on en parlera effectivement de tous ces bénéfices qu'on peut On attendre. les détaillera, d'accord, très bien. Sophia Mansouri, quelle est votre pratique, vous, avec vos clients et peut-être les clientes et peut-être en quelques mots, quel est leur profil voilà, est-ce que c'est plutôt des cadras qui sont encore en bonne forme, des quinquas qui veulent s'y remettre et comment vous engagez peut-être un cercle vertueux avec eux? Alors, pour commencer, en fait, moi, je suis coach sportif à domicile, donc je me rends au domicile de mes clients directement. Je suis basée dans le sud de Paris, autour du 15e arrondissement, en gros. J'ai vraiment tout type de clients, aussi bien des femmes que des hommes. La plus jeune a 20 ans et le plus âgé a 63 ans. Donc, vraiment, et tout type de conditions physiques aussi. J'ai aussi bien des athlètes, entre guillemets, qui veulent vraiment, par exemple, préparer une compétition ou une course, un marathon. Mais j'ai aussi des personnes sédentaires qui n'ont jamais fait de sport de leur vie et qui décident de s'y remettre à 40, 50 ans et qui font du coup appel à un coach pour s'y remettre. Et vous intervenez combien de fois par semaine et combien de temps auprès de chacun d'entre eux? Alors, en moyenne, c'est 2 fois par semaine. C'est ce que je leur recommande en général, que moi je vienne 2 fois par semaine et qu'eux puissent après être assez autonomes dans leur pratique. J'ai un petit carnet d'exercices ou en tout cas ils savent, savent quoi faire tout seul. Je suis aussi là pour leur donner cette autonomie-là. D'accord. Alors, une question à nos deux intervenants. On dit beaucoup qu'on marche moins qu'avant, qu'on fait peut-être un peu moins de sport qu'avant. Comment vous avez observé cette évolution-là? Il y a des faits un peu sociétaux. L'essor du télétravail, par exemple, a gardé beaucoup d'entre nous plus souvent chez soi, dans une sédentarité plus forte. Donc est-ce que ça a provoqué un recul de l'activité physique en général, d'une activité physique simple qui peut être la marche? Est-ce qu'à l'inverse, pendant le confinement, il y a eu pas mal de tutoriels sur comment garder la forme, etc. Est-ce que les gens ont commencé à un peu plus s'intéresser à ça? Et puis il y a la question aussi du vélo-taf. Alors, essentiellement dans les grandes villes, ça représente un pourcentage quand même encore assez faible, mais ceci dit, quand on est sur des itinéraires un peu allant vers Paris par exemple, on voit la file ininterrompue des vélos le matin. Donc voilà, est-ce que globalement on fait plutôt moins de sport qu'avant ou est-ce qu'on en fait différemment? Alors clairement, on en fait moins qu'avant. En fait, le premier confinement a eu un bon effet, dans le sens où ça a donné envie aux gens, puis de toute façon c'était leur seule façon de sortir. Donc l'activité physique a été effectivement plutôt boostée, on va dire, au premier confinement. La seule chose, c'est que la suite a été beaucoup plus compliquée. Effectivement, deuxième et la suite, ça a été effectivement une catastrophe sur le plan sédentarité, qui a vraiment explosé. On se retrouve maintenant, et c'est ce qu'on a constaté, nous, notamment pendant les tests d'effort, on avait quasiment 20% de baisse de capacité d'effort chez les patients qu'on avait vus avant et après confinement. Donc effectivement, il y a quand même une vraie conséquence. Le télétravail, c'est une catastrophe, mais sur le plan de l'autonomie musculaire, des capacités musculaires, avec des gens qui font même plus 5000 pas par jour. C'est-à-dire, les 10 000 pas, ça devient
D'accord. C'est le jour où on est en télétravail, les gens ne vrai. bougent quasiment plus. Ils sont à la maison, devant leur ordinateur. On voit les temps d'écran qui s'allongent de façon considérable. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a globalement, au-delà de 35-40 ans, jusqu'à plus de 65 ans, quasiment 80% des gens qui ont plus de 4 à 5 heures d'écran par jour. Ouais. Ce qui est considérable. Et donc, effectivement, la sédentarité a quand même vraiment augmenté suite à ce qui s'est passé. Et quand on connaît les effets néfastes de cette sédentarité, il faut absolument faire passer le message aux gens de bouger au maximum. Et même les jours de télétravail, de mettre des pauses pour pouvoir bouger, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Et je pense que Sophia est d'accord avec moi. Oui, je suis complètement d'accord. Après, je nuancerai un petit peu parce que c'est vrai que les gens font moins d'activité physique. Par contre, la pratique sportive a, elle, changé. Il y a eu par exemple un regain pour la course à pied, pour les activités en autonomie à la maison. Donc en fait, il y a eu un changement de pratique. Les gens vont beaucoup moins à la salle. Enfin, il y a eu tout l'aspect aussi, le fait que les salles soient fermées, etc. Donc il y a beaucoup d'applications en ligne qui ont été développées, beaucoup de tutoriels sur YouTube. Ça a un effet positif, mais aussi un petit effet pervers, parce que c'est vrai que sur YouTube, quand on vous donne des explications, on ne peut pas vous corriger en direct, comme un coach pourrait le faire. Ouais. Et justement, le coaching à domicile a beaucoup été développé à ce moment-là. Et le fait d'être en télétravail a permis aux gens d'avoir un planning plus flexible et donc de pouvoir adapter. Par exemple, moi, j'interviens souvent le midi chez des gens qui sont en télétravail. Donc, ils s'accordent quand même ce temps de pause, mais ce n'est pas la majorité, c'est sûr, ce n'est pas assez. Alors, très bien. Maintenant, on peut essayer de rentrer un peu plus précisément dans les différents bénéfices du sport, soit physiologique, psychologique, de sociabilisation. J'ai lu il y a peu de temps, par exemple, que des études avaient révélé que faire du sport, ça fortifie la mémoire, chose dont on ne pouvait pas forcément imaginer. Voilà, est-ce qu'on peut faire une petite typologie? Alors, en physiologie, je pense que c'est probablement les éléments les plus évidents, mais psychologiquement, voilà, est-ce qu'on va mieux quand on fait du sport? Est-ce qu'on se sociabilise aussi plus? Voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Toutes les études nous montrent effectivement les bénéfices à faire une activité physique régulière. Bénéfices sur le plan de la santé mentale. On a moins de dépression quand on est une activité physique régulière. Ça, c'est quelque chose qui est clairement démontré, quelles que soient les études réalisées, quel que soit le temps d'activité réalisé. Donc ça, c'est une certitude. Sur le plan physiologique, on sait les bénéfices, on va quand même les rappeler. Ça fait baisser la tension, ça fait baisser le cholestérol, ça permet de limiter la prise de poids et d'aider éventuellement dans la perte de poids. Donc ça va jouer en fait sur tous les facteurs de risque qui peuvent avoir une incidence sur le plan cardiologique. Ça joue notamment chez les femmes sur la prévention de l'ostéoporose. Ça joue sur la prévention des cancers, parce qu'on a quasiment... je dis souvent quand j'en parle à mes patients, mais globalement avec le sport, c'est les soldes de toute l'année. C'est-à-dire que vous avez moins 30% sur quasiment tous les risques. Ouais, moins 30% sur le cholestérol, moins 30% sur la tension, moins 30% sur les cancers. Donc vous avez un intérêt à aller faire les soldes sportives de façon régulière. D'accord. Donc effectivement, voilà, ça c'est sur le plan de la prévention, et même quand on a des pathologies cardiaques, le patient qui a fait un infarctus, le patient qui a d'autres problématiques cardiologiques, on sait que le sport aura un effet de prévention, ce qu'on appelle la prévention secondaire. Ça veut dire j'ai fait mon accident, mais je n'ai pas envie d'en refaire. Et donc là, le sport a un effet au même titre que les médicaments qu'on prend, et avec un effet bénéfique qui est équivalent aux médicaments. Par exemple de l'aspirine pour le patient qui a fait un infarctus, le sport va avoir une efficacité comparable à celle de l'aspirine. Et c'est des effets qui vont se potentialiser, s'ajouter, et donc permettre effectivement de mieux vivre. D'accord. Sophia Mansouri, de votre côté, quels sont les retours de vos clientes et clients après quelques mois d'activité sportive, ou même avant d'ailleurs? Alors du coup, moi j'ai plus parlé aussi de l'aspect psychologique, donc au plan de la santé mentale. Donc il y a une super hormone qui se libère quand on fait du sport, donc l'endorphine, qui permet de réguler le stress, l'anxiété, une meilleure qualité de sommeil. Donc ça, c'est des choses que mes clients observent assez rapidement. Voilà, ils ne s'attendaient pas forcément à ça en reprenant le sport, mais c'est le petit bonus. Très souvent, le point de départ, ça va être le physique.
et en fait, ils se rendent compte que c'est tout autre chose qui les maintient, qui les anime en fait, et c'est surtout cet aspect psychologique. C'est-à-dire ils sont plus sereins, ils sont Plus serein, moins d'anxiété, une meilleure qualité de sommeil, c'est quand même une meilleure qualité de vie quand même en règle générale. Après, il y a aussi tout un effet sur la confiance en soi, parce que le fait de pouvoir réussir à faire du sport de plus en plus facilement, entre guillemets, ça augmente l'estime qu'on a de soi-même, et ça c'est très très important. Il y a aussi tout l'aspect, quand on fait du sport collectif, social, on noue de nouvelles relations sociales, et voilà, c'est que du bonus. C'est clair que l'effet sur le stress est un effet majeur, sur ça. On le constate chez beaucoup de monde, le sport a un effet déstressant, et ça se ressent d'ailleurs sur la tension artérielle. On voit que plus on en fait, plus la tension va baisser. D'accord. Bon, alors le tableau est plutôt intéressant, plutôt encourageant. On va regarder maintenant peut-être s'il y a quelques risques, ou en tout cas s'il faut s'entourer de précautions. Vous parliez à l'instant de gens qui se mettent à courir. Voilà, est-ce qu'on va au magasin de sport, acheter des chaussures, et puis on fait 10 km le premier jour voilà. Ou alors on voyait aussi dans les salles de sport à un certain moment des gens qui utilisaient des machines en autonomie et peut-être pas forcément comme il aurait fallu. Donc voilà, comment vous encadrez un petit peu cette pratique-là? Est-ce que vous demandez à vos clientes et clients de faire quelques examens préalables, voilà, un électrocardiogramme ou autre, et en fonction de quelle intensité prévue d'activité? Comment vous encadrez ça? Alors, dans tous les cas, j'ai toujours un entretien au préalable avec mes potentiels clients, à l'écrit et à l'oral, où je leur demande vraiment déjà leur passif médical, s'il y a des antécédents, leurs habitudes de vie aussi, par exemple s'ils fument ou s'ils boivent régulièrement de l'alcool ou une prise de médicaments particulière. Donc ça, c'est obligatoire avant toute prise en charge. Si je me rends compte qu'il y a une particularité, par exemple un problème cardiaque ou du diabète, ou alors quand c'est par exemple, parce que je prends aussi en charge des femmes enceintes, je demande systématiquement que ces clients prennent contact et à l'aval du médecin avant. Ensuite, moi, quand tout ça est au clair, je fais tout le temps aussi des petits tests sur la première séance. Bon, je ne vais pas faire des tests d'efforts poussés comme le docteur Uzan va le faire dans son cabinet, mais voilà, des tests de mobilité, de souplesse, voir un petit peu s'il y a des soucis particuliers à noter, parce que c'est vrai que quand on reprend le sport ou qu'on n'en a jamais fait, des fois on a une méconnaissance des problèmes qu'on peut avoir. Oui. Et souvent, première séance, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, et dans ce cas-là, je peux les renvoyer vers des professionnels. Et je pense que de santé, je pense que c'est très important aussi moi, j'ai tout un réseau de kinés, médecins, cardiologues, sages-femmes, pour pouvoir les renvoyer vers des personnes plus compétentes que moi, puisque je suis que coach. Et voilà, on a aussi des limites. D'accord. Pareil, si je vois qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation, c'est pas mon rôle de leur donner un plan alimentaire. Je peux les renvoyer vers des diététiciens. D'accord. Alors vous, docteur, vous suivez notamment des athlètes de haut niveau qui, eux, bénéficient probablement de cet encadrement médical. À côté de ça, est-ce que monsieur tout le monde peut commencer à faire du sport tout seul, quitte à se dire je commence doucement voilà. Est-ce qu'il y a des risques quand même identifiés à éviter? Alors, il faut déjà comprendre, et vraiment le but, il y a plus de risques à ne rien faire qu'à faire quelque chose. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment garder en tête quand on voit tous les bénéfices, comme on vient d'en parler. Le risque, il est plus important à ne rien faire. Donc, d'aller acheter les baskets, c'est très bien. Maintenant, après, effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, dans l'idée, et pour évaluer le risque, il y a quelques questions toutes simples déjà à se poser. Est-ce que j'ai des facteurs de risque? Est-ce que je fume? Est-ce que j'ai du diabète? Est-ce que j'ai du cholestérol? Est-ce que dans ma famille, il y a des accidents cardiaques? Est-ce que j'ai des symptômes? Si je réponds oui à une de ces questions-là, bien évidemment, avant d'aller commencer à aller m'entraîner, je vais aller consulter un cardiologue. Je vais aller consulter mon médecin généraliste pour qu'il y ait un bilan minimum. Si je n'ai pas fait de sport depuis 5, 10, 15 ans, ce qui arrive très fréquemment quand on se retrouve à la quarantaine, à la cinquantaine, il y a souvent eu cette période un peu off de l'entrée dans la vie active, le moment de la vie en couple, des enfants, etc., qui vont faire qu'il va y avoir pour beaucoup une phase où il n'y aura plus du tout de sport. Et donc effectivement, cette phase de reprise d'activité physique, c'est celle qui est la plus à risque. Donc c'est celle où il faut être encadré, c'est celle où il faut estimer le risque de faire un accident, et donc d'aller voir son médecin généraliste pour en parler,
savoir s'il y a besoin de faire un bilan ou pas, puisqu'il y a des gens qui n'auront pas besoin nécessairement d'en faire. Et c'est lui qui va orienter la suite du bilan pour savoir s'il faut faire un test d'effort, s'il faut faire une échographie, des prises de sang sur le cholestérol, etc. Mais déjà, en recommençant, juste se poser tout simplement les questions. Est-ce que je fume? Est-ce que j'ai du cholestérol? Est-ce que j'ai des antécédents familiaux? Est-ce que j'ai des symptômes? Est-ce que je suis très essoufflé dès que je fais le moindre effort? Tout ça, c'est des petits signaux d'alarme, des petites alertes exactement, qui vous font dire je vais aller voir mon médecin, je vais aller le consulter, puis je vais pouvoir démarrer de façon safe pour être le plus adapté possible. Effectivement, on ne va pas reprendre n'importe comment et on ne va pas prendre les baskets pour courir un 10 km alors qu'on n'a jamais couru auparavant. Il faut y aller de façon progressive, comme vous l'avez dit. Et toute l'idée, et je pense que Sophia fait exactement la même chose, elle est dans la progressivité pour réussir à s'améliorer. D'accord. Alors, il faut notamment, j'imagine, que ce soit dans la sphère médicale ou dans la sphère de l'accompagnement sportif, réussir à trouver des professionnels qui sont bien préparés, qui ont les diplômes nécessaires. Peut-être, Sophia Mansouri, pouvez-vous nous dire voilà, quelle a été votre formation? Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on recherche un coach individuel? Voilà. Est-ce qu'il y a un minimum de diplôme ou tel type de diplôme précis qui est souhaitable? Ou est-ce qu'on peut s'installer, mettre une plaque sans que ce soit véritablement encadré, hein? Ce n'est pas votre cas, bien entendu. Alors c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, là, à l'heure des réseaux sociaux, il y a beaucoup de coachs qui s'improvisent coach. Et c'est important de noter que ce n'est pas un métier justement où on peut s'improviser. Il faut une formation spécifique. Avant de consulter un coach, demandez-lui systématiquement sa carte pro d'éducateur sportif qu'on est obligé d'avoir en tant que coach. C'est une obligation légale. C'est garant du fait qu'on ait reçu la formation d'État. Donc, soit il faut être diplômé en STAPS, c'est mon cas, donc j'ai une licence pro au métier de la forme. Ou alors, il y a des BPGEPS ou enfin, toute autre formation. Il y a des CQP aussi maintenant, mais c'est très encadré. Donc, voilà, il faut vraiment faire attention à ça parce que souvent, les gens se fient juste à la fiche Google ou au compte Instagram et ça ne suffit pas du tout, en fait, parce qu'il y a toute une responsabilité derrière. Il faut quand même qu'on puisse garantir la sécurité de la personne et pour ça, il faut des connaissances. D'accord. C'est important parce qu'effectivement, notamment sur le plan, par exemple, traumatologique, les gens qui ont des problèmes de dos, les gens qui ont des problèmes de genoux, etc., ne vont pas être coachés de la même façon et ne vont pas être remis au sport de la même façon. Par exemple, quelqu'un qui a mal au genou, ne va pas lui conseiller d'aller courir directement. Donc effectivement, il y a cette formation qui est absolument indispensable et c'est partie des réseaux effectivement que tous les coachs et tous les médecins doivent avoir pour pouvoir travailler ensemble. D'accord. Donc effectivement, on cherche un coach, on peut lui demander s'il a son STAPS ou s'il a son BP. Sa carte professionnelle, tout simplement. Oui. D'accord. Sa carte professionnelle n'est délivrée que en prenant en compte le fait qu'il a ses diplômes. Voilà, diplôme plus il y a une histoire de casier judiciaire. Enfin, du coup, c'est assez encadré. Ouais. Très bien. Alors, je vous propose d'en venir maintenant aux objectifs qu'on peut se donner en reprenant une activité sportive ou en entamant une activité sportive. Vous en disiez quelques mots tout à l'heure, docteur. Est-ce qu'on peut identifier, peut-être faire une rapide typologie des programmes qui seraient spécifiques, par exemple pour perdre un peu de poids ou bien pour renforcer son tonus musculaire ou bien pour améliorer ses capacités cardiaques? Est-ce qu'on peut regarder les choses comme ça ou est-ce qu'il faut vraiment envisager l'activité sportive comme un ensemble? Disons, je veux perdre 10 kilos, qu'est-ce que je fais? On arrête de manger déjà. C'est pas du sport. Donc effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, quel que soit l'objectif qu'on a, c'est de pratiquer régulièrement. Pour pratiquer régulièrement, il faut trouver la pratique sportive qui va nous intéresser, qui va nous permettre de continuer. Parce que j'explique souvent, en fait, si je vous demande d'aller courir 3 fois par semaine, si vous détestez courir, vous allez me le faire une semaine ou 2 pour me faire plaisir et vous allez arrêter après. Donc le but, c'est d'abord de trouver, et ça fait partie de la discussion qu'on a en tant que médecin avec nos patients, que Sophia, en tant que coach, va avoir avec ses clients, trouver le truc qui va les intéresser, qui va les motiver, qui va leur permettre de continuer. Ça, c'est déjà la première chose. Une fois qu'on a cet élément-là, on va pouvoir aller chercher les objectifs, perte de poids par exemple, auquel cas on ira plutôt sur du travail d'endurance, c'est-à-dire des exercices plutôt lents et longs qui vont permettre de brûler les graisses, du travail de renforcement musculaire parce que
Travailler ses muscles, ça permet de développer sa masse musculaire, et la masse musculaire au repos brûle plus de calories que la graisse. Donc, juste en me remusclant, je perds plus déjà même en ne faisant rien. Donc ça, c'est un élément aussi à garder. Ah oui. Je ne sais pas si c'est clair, mais l'idée, c'est... une physiologie plus... La graisse, en fait, énergivore. exactement. En fait. Plus j'ai de muscles, plus je dépense d'énergie. Donc, plus je vais me remuscler, plus mes muscles vont utiliser des calories, même si je suis juste assis dans mon bureau. D'accord. Donc, ça va avoir effectivement un Ça a l'air intérêt. bien. C'est l'intérêt d'aller se remuscler, effectivement, et de travailler sa capacité musculaire. Et donc, après, tous les objectifs qu'on aura, perte de poids, amélioration de ses capacités physiques, quels qu'ils soient, il faut juste que ça passe par ce créneau de qu'est-ce que j'aime faire, et on accompagnera à ce moment-là dans cette idée-là. Moi, je prends souvent l'exemple de patients qui viennent me voir, qui viennent me dire « je veux courir un marathon ». Je leur fais un test d'effort. Le test d'effort peut être normal. Si sa capacité d'effort n'est pas suffisante, je ne l'autoriserai pas à courir le marathon. Je vais lui expliquer qu'on va peut-être démarrer par la parisienne, 5-6 km à aller courir et se remettre en forme pour déjà ça. L'objectif marathon, ça sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, après avoir été encadré, après avoir travaillé de façon spécifique. Mais ce n'est pas parce qu'on a un cœur normal que le reste, que ce soit le squelette, les muscles, les articulations ou autres, fonctionne de façon efficace. Et donc, toujours d'y aller de façon progressive, de façon adaptée aux gens, et en trouvant le truc qui leur plaît. Si c'est d'aller danser la Zumba, vous irez danser la Zumba, et ça permettra de s'améliorer aussi. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de certaines pratiques dont on entend parler aujourd'hui, qui sont très très dynamiques, très courtes et très dynamiques, type CrossFit ou ce genre de choses Alors, c'est une discussion qu'on a eue effectivement ensemble. Je te laisse commencer à répondre. Oui, alors moi j'ai beaucoup coaché dans les salles de CrossFit, donc j'ai un avis un peu biaisé, mais pour moi, normalement, dans une bonne salle de CrossFit, c'est vrai qu'on a l'image des CrossFitters qui vont aux Games, compétition, en mode compétition. Des cordes. Donc ça, c'est assez impressionnant au premier abord. Mais normalement, dans une bonne salle, avec des coachs bien formés, on adapte absolument tout et on essaye de faire en sorte que les gens puissent faire en fonction de leur pathologie, de leurs blessures, etc. Après, c'est vrai qu'on est sur des groupes qui sont en général de 12 personnes, donc ce n'est pas non plus évident d'aller voir au cas par cas. Et c'est vrai que de toute façon, il n'y aura jamais rien de mieux qu'un accompagnement personnalisé. Mais bon, il faut trouver la bonne salle, les bons coachs. Je sais que moi, il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas du tout de sport avant et qui sont devenus accros au CrossFit parce qu'il y a aussi tout un aspect communautaire, le fait de s'entraîner ensemble, de se dépasser. Mais il faut avoir cet esprit-là, cet état d'esprit-là. C'est pas pour tout le monde. Et puis, j'imagine qu'on doit déjà avoir un certain niveau ou en tout cas qualité musculaire pour commencer. On ne commence pas à 60 ans du CrossFit alors qu'on ne l'a jamais fait. On en a qui ont commencé tard. Si, justement, c'est pour ça que je voudrais enlever cette idée reçue. Mais il faut pouvoir adapter, normalement, on doit pouvoir adapter. C'est-à-dire qu'une personne de 60 ans qui vient en reprise, on ne va pas lui faire porter du poids n'importe comment. On va déjà lui apprendre les mouvements de base, déjà réussir à faire un squat, des mouvements bien faits, et ensuite peut-être rajouter de la charge ou de l'intensité. D'accord. Mais il faut encore tomber sur... On est d'accord quand même que globalement, c'est quand même pas le CrossFit qu'on va conseiller sur une reprise sportive. Il faut que ça soit quand même effectivement plutôt des gens qui ont un tout petit peu de bagage d'activité physique. Effectivement, sur la reprise sportive, on sera déjà plutôt sur du travail cardio, de renforcement. Éventuellement, on peut l'imaginer, mais effectivement, la problématique, comme tu le disais, c'est que le CrossFit, en fonction des salles, c'est pas toujours adapté à la personne. Et effectivement, le risque traumatique, parce que le risque il est plutôt effectivement sur les lésions tendineuses, musculaires, articulaires, est quand même plus important. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention à ça, parce qu'on a une petite tendance à charger beaucoup dans ce genre de séance si c'est pas bien encadré. Effectivement, quand c'est avec des groupes restreints, etc., on peut faire de l'adaptation fine. Quand c'est sur des grands groupes, c'est plus compliqué. Mais clairement, le CrossFit, ce n'est pas l'élément principal de la reprise d'une activité physique quand on a 40, 50, 60 ans pour se mettre en forme. Après, effectivement, on peut y venir. Là, effectivement, ça peut avoir un intérêt. Mais là encore, encadrer, adapter. Parce que les problèmes d'épaule, on en a beaucoup dans le CrossFit. Les problèmes tendineux, on en a beaucoup. Donc, il faut faire vraiment un petit peu attention à ça parce qu'en vieillissant, c'est toujours là où ça peut casser aussi un peu. En fait, il faut y aller dans un état d'esprit de ne pas se comparer aux autres. Et c'est vrai que souvent, on est pris par
le fait que les gens portent lourd et tout, et donc on a envie de faire la même chose, et c'est ça le principal problème. C'est pouvoir mettre son ego un petit peu de côté quand on rentre dans la salle, d'aller voir le coach, de lui dire moi je suis complètement débutant, donc je veux pouvoir d'abord bien faire les mouvements, mais c'est vrai que c'est pas une démarche évidente non plus. Petit point de vocabulaire tout simple, hein, peut-être pour ceux d'entre nous qui sont les moins familiers avec les différentes activités. Docteur, vous avez dit faire du cardio. Faire du cardio, c'est quoi? Alors, faire du cardio, ça veut dire travailler dans ce qu'on appelle de l'endurance. L'endurance, ça veut dire je fais monter ma fréquence cardiaque à un niveau raisonnable. Ce qu'on traduit souvent, c'est je suis capable de parler mais pas de chanter quand je fais mon activité physique. D'accord. Ça veut dire j'ai un petit niveau d'essoufflement, mais je ne suis pas à une intensité folle. Et donc, l'idée de l'endurance et du travail cardio, c'est travailler sur 30, 40, 50 minutes en fonction de nos capacités, mais travailler plutôt sur du long. Et en fait, en travaillant ça, j'apprends à mon cœur à gérer les variations de tension, de fréquence de façon plus adaptée. Je lui apprends à travailler sur de la longueur. Je fais travailler mes muscles sur la longueur, donc j'améliore leur autonomie. Et c'est un élément moi, que je prends souvent en évidence en consultation, c'est-à-dire qu'en vieillissant, le principal problème, c'est préserver son autonomie. Et préserver son autonomie, c'est préserver sa fonction musculaire. Et donc l'intérêt de travailler le cardio et le renforcement musculaire à côté, c'est de pouvoir préserver tous ces éléments-là. D'accord. Donc ça, typiquement, c'est de la course pas trop rapide, c'est du vélo un petit peu dynamique C'est de la piscine, les longueurs, c'est de la course à pied, vitesse jogging, c'est des sorties vélo où effectivement je ne suis pas en train d'escalader le Ventoux, c'est des sorties en roller, ça peut être tellement de choses différentes, mais effectivement toute l'idée c'est je n'ai pas besoin de me mettre à un niveau d'intensité énorme pour avoir des bénéfices de santé. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que je ressens beaucoup aussi chez mes clients. Ils ont tout de suite envie de se mettre dans le rouge pour avoir l'impression d'être efficace. Ah oui. Et en fait, j'ai beaucoup besoin de les ralentir, leur dire non, on a besoin de durer en fait parce qu'on a un objectif. Si vous avez un objectif par exemple de perte de poids, j'ai pas envie que vous soyez dans le rouge dès le début de la séance parce qu'il va falloir tenir. Voilà. D'accord. Une question nous arrive d'un internaute. Alors, je suis bientôt à la retraite. Je vous la pose à tous les deux. Je n'ai pas eu l'habitude de pratiquer régulièrement une activité sportive. Bon, je pense que beaucoup sont dans le cas de Régis, en l'occurrence. Je ne suis pas certain d'avoir les moyens pour un accompagnement personnalisé. Alors, on regardera à la fin, il y a une question consacrée un petit peu au budget qu'on peut consacrer à tout ça, avec des niveaux de budget très différents selon le niveau d'autonomie ou de qualité du matériel. Donc, ça, on y viendra, mais je poursuis quand même la question. J'aimerais prendre de bonnes habitudes pour ma santé. Alors, c'est très large, hein. Quelle activité me conseillez-vous pour pratiquer avec peu d'équipement, à domicile, et le plus régulièrement possible pour commencer? Voilà, donc là, on est à domicile, donc j'imagine que la course, on met de côté. Quel type d'activité à domicile? Juste le petit élément avant de démarrer, effectivement, Oui. Il arrive presque à la retraite, donc important quand même de faire un bilan avec son médecin généraliste, à la fois sur le plan du squelette, des muscles et sur le plan cardiovasculaire, parce qu'on commence à être à un âge où on rentre dans la problématique des accidents cardiaques, donc être sûr quand même qu'on n'est pas dans ce cadre-là. Ouais. Et comme je vous expliquais, la reprise est quand même le moment important, parce que c'est là où on est le plus à risque. Donc ça, c'est un point important. Après, sur le fait de reprendre à domicile, ou en tout cas autour du domicile, parce qu'il n'y a quand même pas, il n'est pas obligé de rester dans la maison. Son jardin, oui, même de mettre des baskets déjà, d'aller acheter une paire de baskets toute simple pour déjà commencer à marcher, pour faire des sorties en marche rapide, pour commencer. La marche rapide va lui permettre de remettre les muscles en route et de durer longtemps. De faire des petits exercices de renforcement musculaire, ça veut dire par exemple des squats. Je m'assois, je descends sur les genoux, je remonte. Des exercices de gainage. Des petites choses comme ça qu'on peut tout à fait faire à la maison. C'est déjà des premiers éléments. Et puis après, même si le budget, on en reparlera, n'est pas important, toutes les associations à la mairie, etc., sont des éléments où vous pouvez reprendre avec un budget assez limité, en étant encadré aussi. D'accord. Sophia Mansouri, quelques idées d'activités, d'exercices dans ce cadre-là? Alors aussi, ce qui est recommandé quand on reprend, c'est beaucoup de statique, donc du gainage, les squats s'il n'y a pas de problème de genoux, mais oui, après, il faut voir en fonction aussi de l'état général de la personne. Enfin, squat, moi j'imagine ça avec des haltères, mais on peut faire ça ne veut pas dire ça en fait. Non. Les squats, c'est vous asseyez, comme si vous asseyez sur un fauteuil ou un banc, sauf que je ne touche pas le banc et je me relève. Donc j'ai juste à faire des exercices de lever-descente, ça va faire travailler les quadriceps
Et il faut juste faire attention aux genoux, effectivement, pour les gens qui ont des problématiques d'arthrose ou de choses comme ça. Très bien. Alors, on a été, je crois, assez clair sur les bénéfices qu'on peut retirer d'une activité sportive. Maintenant, on peut essayer de passer à une phase très concrète. Comment reprendre? On en a dit quelques mots, mais surtout comment durer. Voilà, comment faire durer un peu la flamme. Est-ce que vous, Sophia, vous avez des trucs pour continuer à motiver vos clients et vos clientes, voilà, qui peuvent de temps en temps voilà, avoir un petit coup de moins bien? Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est leur fixer des objectifs déjà. Ça peut être courir un marathon, mais ça peut être aussi juste voilà, pouvoir faire un squat en amplitude complète ou des choses plutôt simples. Donc, au moins se fixer des objectifs et régulièrement faire évoluer ces objectifs-là. D'accord. Ça, c'est important. Je leur conseille toujours de tenir aussi un espèce de petit journal d'entraînement où ils vont pouvoir noter leurs évolutions. Moi, dans tous les cas, je note absolument toutes les séances que je fais avec mes clients. Ça leur permet aussi d'avoir des données chiffrées. Et le fait de progresser, moi que je puisse leur dire, ah bah tu vois, cet enchaînement-là, on l'avait fait il y a 2 mois et tu as réussi à gagner plus de temps, enfin tu le fais en moins de temps, donc tu as progressé. C'est déjà important de pouvoir visualiser sa progression avec des chiffres. Ensuite, encourager, enfin voilà, toujours féliciter quand il y a de la progression, ça aide à rester motivé. Se fixer aussi si vous vous entraînez tout seul, un créneau. Moi, je recommande souvent le matin parce qu'au moins, on est tranquille pour la journée. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire le soir, quoi. Enfin, on se lève, on fait notre sport et après, on est tranquille, on est libéré. Après, des petites astuces comme préparer ses affaires de sport la veille pour être tranquille et pas avoir cette charge mentale le lendemain. Où il y en a qui aiment bien avoir les dernières tenues à la mode ou les derniers accessoires. Autant jouer là-dessus et ça peut motiver certains dans ce sens-là. Après, il y a aussi tout l'aspect trouver des partenaires d'entraînement, donc l'aspect social, ou faire, même, ça peut être la famille, ça peut aider à rester motivé. D'accord. Après, effectivement, il y a d'autres petites choses, effectivement, pour compléter un petit peu. Globalement, c'est comme dans un couple, pour que ça dure. Il faut mettre de la variété, donc essayer des nouvelles choses de temps en temps. Il faut prendre des rendez-vous avec soi, donc effectivement fixer des créneaux, parce que si on dit je vais faire du sport quand j'ai le temps, on n'a jamais le temps. Donc il faut vraiment se fixer des créneaux. Et même chose que dans un couple, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, donc trouver des activités qui nous plaisent. Une fois que vous avez ces 3 éléments-là, vous savez que vous allez durer. Enfin, normalement. Ouais. Une question arrive qui complète celle que je m'adressais à vous, celle que je m'apprêtais à vous poser, sur la définition et la graduation des objectifs. Je suppose qu'il faut travailler sur ces objectifs de façon à ne pas être décourageant. On reprend l'idée des 10 000 pas, voilà, il faut faire 10 000 pas. Peut-être que c'est plus simple de dire aux gens, il faut faire 30% de plus que ce que vous faites déjà. Et la question est là, comment mesurer les progrès? La question, c'est une nouvelle fois Régis, comment mesurer les progrès en matière d'amélioration de l'endurance, en matière de calories perdues? Là, on a peut-être des petits outils technologiques. Alors, il y a un super outil que moi j'utilise, c'est la montre, ou ça peut être sur le téléphone aussi maintenant. Qui permet de mesurer justement par exemple le nombre de pas qu'on fait par jour, le nombre de calories qu'on brûle en fonction, faut le régler en fonction de l'âge, du sexe et ça permet d'avoir des mesures chiffrées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien voir la progression comme ça. Après pour noter la progression, ça peut être juste voir combien de temps je peux tenir en planche et si j'augmente le lendemain, j'ai progressé. Enfin, il y a plein d'outils. Oui, il y a plein de petites données, effectivement. Déjà monter sur sa balance, oui, j'ai une poids qui va diminuer, voir à quel étage j'étais essoufflé quand je monte mes escaliers. Si j'étais essoufflé au premier étage, si je reprends une activité physique, je vais améliorer je serai moins essoufflé en montant, je serai essoufflé peut-être à 1 étage et demi, 2 étages, 3 étages. Donc il y a plein de petites choses qui sont soit des challenges de la vie quotidienne, soit, et là encore, effectivement, la question est très large, je courais mon 10 km en 1h15, je vais essayer de le courir en 1 heure. Donc il y a plein d'éléments qui permettent effectivement d'avoir ces petits éléments-là. La montre est quand même un élément qui peut pas mal aider.
et qui donne comme ça des petits objectifs de la journée, des objectifs qu'on va pouvoir chiffrer au fur et à mesure du temps. Et l'intérêt, en fait, c'est que ça vous fait en plus une espèce de petit journal d'activité pour le jour, les semaines, les mois, et vous allez pouvoir effectivement voir votre progression. Mais après, si on n'a pas l'envie d'acheter ce genre de choses, parce que ça peut être cher aussi, c'est effectivement voir combien d'étages, combien mon essoufflement, c'était 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Et donc, avoir ces éléments de la vie quotidienne, puisque comme Régis ne voulait pas investir dans des gros achats, effectivement, ça peut être la balance et l'étage ou la durée de marche avant essoufflement. D'accord. Oui, j'imagine par exemple que sur un vélo, un compteur tout simple permet de voir quelle est sa moyenne de sortie sur le même parcours et voir si on fait mieux ou pareil. La balance, alors je reprends quand même au vol. Je vous ai bien écouté au début. Si on se muscle, est-ce qu'on perd du poids ou pas? Alors, ça dépend de quel point on démarre. Ouais. Déjà, il faut savoir que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc, en se remusclant, en faisant du sport, on ne va pas nécessairement perdre beaucoup de poids, sauf si effectivement on avait un surpoids important au démarrage. Mais par contre, on va affiner sa silhouette et on va redessiner sa silhouette. Et c'est très souvent ce qui va être recherché, effectivement, pour améliorer l'estime de soi, pour améliorer l'image de soi et pour se sentir plus en meilleure forme et être plus tranquille dans l'aspect qu'on va donner, ou effectivement dans sa vie de tous les jours. Maintenant, effectivement, il va falloir quand même si on ne perd pas de poids, on va voir que la ceinture abdominale va se rétrécir, il va falloir quand même penser à changer de taille de pantalon ou refaire la garde-robe. Ça, c'est bon signe. Enfin, quand ça va dans le bon sens. Exactement. Très bien. Quelques mots peut-être sur est-ce qu'il y a des périodes de la journée ou de la semaine durant lesquelles il est plus favorable de faire du sport ou en tout cas auquel on peut assigner un objectif précis, par exemple plutôt le matin et pourquoi pas le matin avant le petit déjeuner ou plutôt le soir avant de se coucher, mais en même temps pas trop tard parce que je crois que pour le sommeil il faut quand même attendre un petit peu que le sommeil revienne. Voilà, quelle préconisation vous pourriez donner à des gens qui par exemple veulent s'y remettre de façon autonome et peuvent dégager soit 8h, 9h30 le matin, soit à un autre moment dans la journée. Alors, en fait, il faut déjà prendre les créneaux disponibles, quelle que soit la possibilité. Si je ne peux pas faire du sport autrement qu'entre midi et 2, je ferai entre midi et 2. Et là, je ne vais pas vous demander d'en faire à 8h du matin parce que vous n'allez pas le faire de toute façon. Donc déjà, s'adapter quoi qu'il arrive. Après, si on veut raisonner de façon un peu plus spécifique, si je veux perdre du poids, il est plus intelligent effectivement d'y aller le matin à jeun parce que je vais taper plus vite dans les graisses et donc je vais favoriser ce genre de choses. Maintenant, il faut faire aussi attention que je n'ai pas de diabète, que je ne me retrouve pas dans des situations à faire des hypoglycémies, etc. Donc ça se cadre aussi un petit peu et ça s'encadre dans ce cadre-là, effectivement. Mais même si ça perturbe le sommeil d'aller en faire le soir, déjà, ce n'est pas chez tout le monde. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Ça ne va pas déréguler systématiquement le cycle de sommeil pour chacune des personnes qui va faire du sport après 18h. Et si mon seul créneau, c'est après 18h, je profite de ce créneau-là. Parce que le bénéfice sera de toute façon, quoi qu'il arrive, plus important que le fait de ne pas le faire. D'accord, oui, tout à fait. Et juste pour complémenter, au niveau de la durée, souvent on me demande ça, combien d'heures je dois faire de sport par jour ou par semaine. Il n'y a pas de durée idéale. Déjà, ça dépend de l'intensité que vous allez y mettre. Et surtout, si c'est juste 15 minutes, ce sera 15 minutes et c'est pas grave. Il faut aussi voir le côté positif. Voilà, j'ai bougé pendant 15 minutes, c'est mieux que rien. Et il vaut mieux 15 minutes tous les jours que 1h30 le week-end. Voilà. Oui, c'est le médicament, plus il est pris régulièrement, plus il marche. C'est la même chose pour le sport. C'était une de mes questions, effectivement, parce que dans la vie quotidienne, professionnelle, etc., on n'a pas toujours la possibilité de dégager un moment chaque jour. Donc, est-ce qu'on peut reporter ça sur le week-end et en faire un peu plus le week-end? Qu'on en fasse un peu plus le week-end, oui, ça c'est un élément qui est important, et parce qu'effectivement on a souvent plus de temps le week-end, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien la semaine. Et donc il faut bien comprendre que dans la semaine, il faut faire, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je case, c'est 1, 2, 3, 4 fois dans la semaine que je peux caser pour en faire. D'accord. Je reviens d'un mot sur la question de Régis. Pour commencer chez soi ou pas très cher, on peut commencer à acheter quoi? Un tapis d'exercice, peut-être un podomètre pour vérifier ce qu'on a parcouru dans la journée. Voilà, quand on est tout seul, comment Une paire de baskets, je pense qu'on sera d'accord. De nouveau la course, la première chose, ouais. dans laquelle on est bien,
et qui a suffisamment d'amorti, notamment quand on dépasse les 50 ans, pour faire que les articulations, les muscles et les tendons sont quand même un peu moins sollicités. Et puis après, effectivement, tout dépend de ce qu'on veut faire. Ça peut être effectivement un tapis de sol pour faire des petits exercices au sol. Ça peut être une corde à sauter pour faire un petit peu de travail cardio aussi. Ça peut être des bâtons de marche nordique qui ne coûtent pas cher non plus. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, même en étant juste chez soi et pour s'y remettre avec un budget assez limité, qu'effectivement, on peut trouver. Hein. Il y a aussi, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est les bandes de résistance. Oui. Donc D'accord. j'aurais dû le ramener. Donc ça vous permet de rajouter de la charge sans poids, en fait. Des petits élastiques Voilà, c'est des petits avec élastiques, différents voilà. types de tensions qui vous permettent de travailler soit en tirant de façon importante, soit en étant plus à l'aise. Ça coûte vraiment pas cher et On trouve ça dans c'est toutes vraiment les grandes utile. surfaces de sport. Oui. De sport. D'accord. Alors peut-être dernière question pour cette première partie de notre débat, après quoi on regardera ce que nous ont envoyé les internautes. On va compléter un petit peu le volet budget. Là. On était vraiment les budgets d'entrée, comment s'y mettre avec quasi rien. Bon, si on veut en faire plus, et sachant qu'on est encore dans une période de difficultés financières pour un certain nombre de nos concitoyens, combien ça peut coûter un vélo d'appartement, un abonnement dans une salle, vos prestations. Sophia, voilà, est-ce qu'on peut faire un petit échantillonnage des différents types de budgets qu'on pourrait consacrer? Et après, on regardera ensemble s'il y a des aides qu'on peut trouver du côté de la Sécu, du côté des mutuelles, peut-être l'abattement sur les prestations à domicile, par exemple. Voilà. Alors, en quelques mots, voilà, de 100 à 1000 euros, qu'est-ce qu'on trouve pour... Ça peut être plus que 1000 aussi. Hein. Ah oui, oui. Bon, j'étais modeste. Déjà, enfin, juste pour démarrer déjà, tout le monde a un téléphone portable. Le téléphone portable, déjà, vous fait office de podomètre, même si la validité peut être plus ou moins importante en fonction de la qualité du téléphone. Mais déjà, ne serait-ce pour calculer son nombre de pas, on est capable, avec le téléphone portable, de l'avoir avec plein de petites applications que vous allez intégrer dans le téléphone. Donc déjà, gratuitement, dans votre téléphone, vous avez au moins le podomètre et quelques petits éléments qu'on peut avoir en plus. Après, Sophia a plus l'habitude que moi, mais effectivement, les montres connectées, on a des prix qui vont de 50 €, mais qui sont vraiment à éviter, Ouais. à des choses si on veut avoir quelque chose qui soit, on va dire, un minimum satisfaisant, en tout cas sur le plan cardiologique pour moi, sur la fréquence cardiaque et sur ce genre de choses, il faut quand même compter des budgets de l'ordre de 200, 250 €, voire plus. Après, vous avez quand même des trucs beaucoup plus faciles à utiliser. Alors, on avait avant les ceintures, je ne sais pas si vous vous rappelez, de cardiofréquence-mètre qu'on mettait autour de la poitrine pour avoir sa fréquence cardiaque, qui font parfois office en même temps de vitesse de déplacement, podomètre et autres. Maintenant, vous avez des petits brassards que vous mettez autour du bras ou de l'avant-bras, donc qui sont quand même beaucoup moins contraignants, qui sont avec un prix de l'ordre de 70 à 80 € et qui peuvent se connecter avec le téléphone portable, etc. Donc, il y a maintenant quand même des moyens d'avoir des cardiofréquence-mètres, entre guillemets, avec des budgets moins importants. D'accord. Donc, il y a ce genre de choses-là. Après, je ne sais pas ce que tu peux... Alors, par rapport au matériel sportif, il ne faut pas hésiter à les voir d'occasion aussi. Enfin, franchement, les kettlebells, les haltères, il faut les regarder sur le bon coin. Souvent, il y a de bonnes affaires. Je déconseille souvent d'acheter assez cher quand même, neuf. Ouais. Donc, déjà ça. Après, un bon tapis de sol, quand même, c'est important. Un qui ne soit pas trop antidérapant, sur lequel vous vous sentez quand même bien. Et par rapport au prix, salle de sport, les abonnements, ça varie. Il y a des salles low cost à partir de 20 €, 30 € par mois, jusqu'à très cher. Dans le haut de gamme à Paris, voilà, vous pouvez avoir des abonnements à 1000 € par mois, enfin, truc très très cher. Mais en vérité, il y en a quand même pour tous les budgets. Et maintenant, quand même, c'est assez développé. Il y a des fitness parks, Basic Fit, et tout ça, on en trouve vraiment partout. Souvent, on peut en trouver, surtout en région parisienne, à moins de 5 minutes à pied de son domicile. Et d'ailleurs, je conseille vraiment de prendre des salles qui sont proches pour garder la motivation d'y aller si jamais vous envisagez de vous abonner. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que moins on paye cher dans les salles, moins on est encadré. Donc ça, c'est effectivement une des problématiques. Donc c'est soit on sait faire, on a un planning, on a un programme, on a juste à s'adapter à ça parce qu'on a eu un coaching avant et qu'on nous a donné des exercices à faire et on sait comment les faire.
si on est en phase de redémarrage, il faut juste faire attention effectivement à ne pas se retrouver dans des situations à se faire mal, à aller trop vite, trop haut, trop loin dans la pratique. D'accord. Vélo d'appartement, vélo elliptique, ça a été à la mode à un moment donné. Il faut avoir un petit peu de place. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça coûte cher? Là encore, on a tous les prix. Le seul problème, c'est qu'effectivement, moins c'est cher, moins c'est fiable, moins ça va résister dans le temps. Donc il faut quand même, si on veut investir dans ce genre de choses et qu'on a la place, à investir dans quelque chose qui est quand même au moins du milieu de gamme, si on peut. Le vélo elliptique est un bon compromis entre le vélo, qui ne fait pas perdre beaucoup de poids, et la course à pied, qui est la plus traumatisante sur le plan des traumatismes articulaires et musculaires. Donc c'est, on va dire, un bon élément de redémarrage de l'activité physique, le vélo elliptique, je trouve. Effectivement, si on a la place, par contre, ça prend beaucoup plus de place qu'un vélo, d'appartement. Effectivement, il faut essayer d'investir dans le vélo elliptique, qui est vraiment la meilleure chose pour redémarrer, se faire plaisir et perdre du poids. Et après, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais le vélo en soi est déjà très bien. Et du coup, dans les villes comme Paris, on a quand même beaucoup... La mairie a beaucoup investi dans les infrastructures. Il y a tout un système aussi de remboursement des entreprises, l'indemnité kilométrique vélo, qui permet à l'employeur, vous pouvez être remboursé à hauteur de, je crois, jusqu'à 500 € par an si vous venez à votre travail en vélo. Donc déjà, il y a un petit gain financier et en plus de votre santé. Donc voilà, c'est pas à la maison, mais... Francine complète ma question. Le tarif pour un coaching individuel, c'est une partie de ma question. Et puis, alors, chez vous, chez d'autres, une fourchette Alors, à Paris, en région parisienne, on est aux alentours de 70-80 € par séance. Mais il faut savoir que la plupart des coachs à domicile sont remboursables en crédit d'impôt. Donc, quand on est habilité service à la personne, c'est mon cas. Donc vous payez votre séance 80 € et ensuite, sur l'année d'après, vous allez être remboursé 50% de ce que vous avez dépensé, vous seront reversés par les impôts ou déduits de vos impôts. Déduits des impôts, oui. D'accord. Peut-être revenir d'un mot, parce que certains internautes s'en étonnent ou en tout cas demandent des précisions. Comment notre corps nous aide-t-il dans cet effort, docteur Uzan? Peut-être revenir un petit peu sur les mécanismes de libération des endorphines. Est-ce qu'il y a autre chose Alors, en fait, il y a... Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on commence une activité physique et quand on se met à l'effort, il y a plusieurs éléments. Donc le corps, effectivement, va sécréter différents types d'hormones. La première, qui est celle qui va juste nous permettre d'augmenter l'oxygénation des muscles pour pouvoir réaliser cet effort. Donc, production d'adrénaline principalement, qui va faire augmenter la fréquence cardiaque, monter la tension artérielle, dilater les artères, qui va nous permettre d'apporter plus d'oxygène aux muscles pour pouvoir augmenter la dose d'effort au fur et à mesure. Donc effectivement, on a cette première adaptation, qui est l'adaptation aiguë à l'exercice. Après, on a les adaptations qui mettent un peu plus de temps, la sécrétion d'endorphines. On sait que pour sécréter des endorphines, qui sont donc ces petites hormones cérébrales du bien-être, du bonheur, etc., qui vous permettent de vous sentir bien après avoir fait une séance de sport, il faut faire un temps minimum pour qu'on commence à la sécréter. Donc c'est globalement de l'ordre de 20 minutes à une demi-heure, parfois plus pour certaines personnes, mais globalement garder entre 20 minutes et une demi-heure pour commencer à sécréter ces endorphines qui vont vous faire du bien. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le second souffle, quand ces endorphines arrivent? Non, les endorphines, c'est juste la sensation de plaisir qu'on peut retirer de la séance. La sensation de second souffle, en fait, elle vient d'un autre élément, c'est que quand on fait une activité physique, donc on est obligé d'apporter plus d'oxygène à ses muscles, et très souvent, en vieillissant, vous imaginez les artères, c'est comme un arbre, avec le tronc, les branches et les petites branches au fur et à mesure. Quand on est jeune, tout l'oxygène passe directement et l'arbre il est tout de suite ouvert et donc l'oxygène passe tout de suite dans les muscles. En vieillissant, l'arbre a besoin de temps pour s'ouvrir et développer ses branches et donc il y a un premier temps où il en a juste les gros troncs qui sont ouverts et puis le deuxième souffle c'est le moment où les petites branches vont commencer à s'ouvrir, on sera mieux oxygéné et donc on va avoir cette sensation d'être mieux dans un deuxième temps qu'au tout début de l'effort. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un temps d'échauffement plus important quand on vieillit. D'accord. Et après donc ça c'est les adaptations aiguës, on a les adaptations chroniques qui sont tous les éléments apportés par l'organisme en termes de bénéfices, baisse de tension, baisse de fréquence cardiaque plus je m'entraîne, baisse du cholestérol, etc. etc. Très bien.
Un petit point peut-être sur les activités douces, yoga, pilates, peut-être ce genre d'activité. Est-ce qu'on est dans la relaxation? Est-ce qu'on est dans le sport? Est-ce qu'on voilà, modifie physiologiquement son organisme quand on fait ce type d'activité? C'est souvent quelque chose qui est assez accessible aux gens qui prennent de l'âge, bon, quoique d'autres plus jeunes en fassent aussi, mais c'est peut-être voilà, une orientation qu'on peut avoir naturellement d'aller vers des choses très douces quand on s'y remet. Alors, je connais certains types de yoga qui ne sont pas du tout doux, vraiment. Donc, attention, il y a plusieurs types de yoga, mais effectivement, il y a des yogas beaucoup plus doux, le yoga yin, il me semble, où il y aura plus des étirements, ce sera plus doux. Le pilate, c'est très bien pour renforcer les muscles profonds. Donc, par exemple, votre transverse, le muscle abdominal le plus profond de l'abdomen, qui est assez négligé dans les cours collectifs, mais qui est très important. Je pense que le docteur Usan ne dira pas le contraire. D'avoir un ventre tout plat. Voilà, en plus. Avec le pilate. Après, voilà aussi, c'est des sports qui permettent de travailler sur la respiration. Donc, tout un travail au niveau du diaphragme qui est intéressant. Donc, il y a aussi la sophrologie. Alors, ce n'est pas vraiment un sport, mais c'est un travail au niveau du souffle qui est intéressant. Et en fait, si on voit les recommandations de l'OMS conseille, et c'est ce que toutes les sociétés savantes conseillent aussi, c'est qu'on ait du travail à la fois d'endurance et à la fois de renforcement musculaire. Et donc, le yoga, le pilate, etc., seront plutôt dans le cadre de renforcement musculaire, ce qui a une activité bénéfique sur le plan de la santé aussi, mais il faut que ça soit des activités combinées avec des activités d'endurance, de travail cardio, etc. L'intérêt du yoga ou du pilate, par exemple, et notamment en vieillissant, c'est que vous améliorez l'équilibre, vous améliorez le tonus musculaire et donc les diminutions des risques de chute, diminution des risques de fracture du col du fémur, par exemple, etc., qui sont des choses qu'on voit de plus en plus à cause de la perte d'autonomie, à cause de la perte de la capacité musculaire. Donc plus on va travailler sur du renforcement musculaire comme le yoga ou le pilate, moins on aura ce genre de complications. D'accord. Alors si on veut schématiser sur un programme un peu complet, on fait X séances plutôt cardio dans la semaine, X séances renforcement musculaire, assouplissement. Dans l'idée, je ne sais pas si Sophia sera d'accord ou pas, mais c'est d'avoir tous les jours au moins une activité de renforcement musculaire, type gainage, abdos, pompe, squat ou autre, même de 5-10 minutes, juste pour tonifier un petit peu au niveau musculaire. Et dans l'idéal, si on peut faire tous les jours, c'est bien, mais qu'on ait au moins 2 à 3 fois par semaine une activité cardio, sachant que le week-end, c'est plus facile à caser pour au moins une, et puis d'en caser une ou deux dans la semaine avec voilà, soit de la course à pied, du jogging, de la boxe si vous avez envie d'en faire, de la danse. Enfin, il y a tellement d'activités, il faut juste ne pas se limiter avec les 3 principales qu'on a souvent en tête, qui sont voilà, la piscine, la course et le vélo. Il y a maintenant une offre de sport, en tout cas dans beaucoup de villes, qui est quand même extrêmement développée. Donc on peut quand même trouver son plaisir et son bonheur de façon assez facile. D'accord. Encore une question sur un type d'activité. Alors, c'est vrai que moi-même, j'en ai souvent entendu parler, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Travailler en fractionné, est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que ça signifie? C'est des petits efforts très brefs, très intenses? Alors oui, c'est ce qu'on appelle de la haute intensité sur des intervalles courts. Donc on va travailler sur de la haute intensité sur un intervalle court. Par contre, la récupération sera quasiment équivalente au temps de travail. Et ça permet de développer ses capacités respiratoires, cardiaques. Le docteur Usan sera plus précis que moi sur ce domaine-là. Mais c'est une autre façon aussi de perdre du poids. Il y a tout un mécanisme qui permet de brûler plus de calories, d'en brûler autant que sur un effort de longue durée. Mais c'est bien de combiner les deux. Par exemple, en course à pied, si on veut préparer par exemple un 10 km ou autre, on ne va pas faire toujours que courir longtemps. On va aussi essayer de, entre guillemets, muscler le cœur, donc sur des intervalles courts, intenses, et voilà, pour permettre après d'être plus à l'aise sur des efforts longs. Donc l'idée, en fait, c'est comme on disait, c'est mettre de la variété dans ce qu'on fait pour prendre du plaisir et progresser. Donc le fractionné, c'est un type de variété qu'on peut mettre. C'est-à-dire, effectivement, il faut d'abord quand même avoir une certaine base avant de démarrer du fractionné. C'est-à-dire, je ne démarre pas d'emblée une séquence de fractionné. Il faut déjà que j'ai 1 mois, 2 mois, 3 mois d'entraînement au préalable pour pouvoir avoir des muscles qui sont capables de tenir ça. Et donc, effectivement, je vais avoir des séances où, après un échauffement, je vais commencer à faire des accélérations, récupération, ce qui va me permettre, effectivement, de faire monter mon cœur un peu plus haut, mais sur des séquences très courtes,
lui donner le temps de récupérer. La même chose au niveau musculaire, et donc d'améliorer mes capacités d'effort et progresser, améliorer ma vitesse, améliorer mon endurance, améliorer ma force musculaire. Tout dépend de l'exercice qu'on choisira pour faire du fractionné. Mais effectivement, l'idée, c'est plutôt dans l'amélioration et dans la variété quand même de la pratique. Très bien. Écoutez, il me reste à vous remercier. Je pense que c'était assez riche. J'espère qu'on a un petit peu exploré les différentes pistes qu'on peut conseiller à nos internautes en ligne. Et puis à ceux qui regarderont ce programme par la suite et qui pourra être revu plus tard. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire, alors qui sera consacré à une autre forme de sport, très, très cérébrale, puisque ça concernera la mémoire et les façons de la développer, de l'entretenir, éventuellement ses dysfonctionnements. Voilà, prochaine émission consacrée à la mémoire. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah, c'était complet, je pense. En tout cas, pour le vidéo.